Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Cool. Bienvenue à la recyclerie. Vous connaissez la recyclerie? Oui, non, à main levée. Qui est déjà venu? Ok, cool. La recyclerie, c'est un tiers-lieu d'expérimentation à l'écologie. C'est une ferme urbaine, c'est un atelier de réparation et de lutte contre l'obsolescence programmée. Et puis, c'est un lieu pour plein d'événements autour de l'écologie. Ce soir, on est très heureux de vous accueillir aux côtés d'Amélie de Paye ton influence pour parler de ce monde vaste et complexe qu'est l'influence et de l'impact que les influenceurs, influenceuses et toutes celles et tous ceux qui gravitent autour d'eux pourraient avoir de positif et pourraient avoir aujourd'hui de négatif aussi sur ce monde et sur cette planète. On est très heureux de vous recevoir pour cet événement. Si vous avez besoin de le réécouter, il sera disponible en podcast sur Radio Recyclerie et sur toutes les plateformes qui sont associées. Bon événement, bonne conférence et puis à très bientôt. Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Alors je vais faire juste un petit point sur Paye ton influence. Je ne sais pas si vous suivez déjà le compte. Donc Paye ton influence, c'est un projet qui a démarré en décembre, qui a pour but de réveiller le monde de l'influence sur les enjeux écologiques, les enjeux climatiques. Donc on est présent sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram principalement, sur LinkedIn et sur Twitter. Et donc on fait pas mal de posts, de vidéos, etc. pour essayer de faire en sorte que ce monde de l'influence se réveille et surtout que ça devienne un sujet. Donc on va introduire cet événement avec une petite vidéo qui est un ensemble de petits clips vidéo et des réseaux sociaux par des influenceurs et des activistes pour un peu lancer le débat et lancer les réflexions. Tu as une responsabilité parce que ta parole, l'identification fait que y a des gens qui vont vraiment pouvoir faire des actions parce qu'ils t'ont vu le faire. Donc ça, c'est très fort. Et du coup, utiliser ça au maximum pour avoir des messages qui ont un impact positif, c'est super important. Mais il y a quelques années, j'ai décidé que je voulais complètement arrêter la ligne éditoriale que j'avais depuis des années. Sur tout ce qui était beauté, sur tout ce qui était surconsommation de vêtements, de maquillage, tout ça. Yaya qui nous dit en ces temps de crise sanitaire, est-ce que ce serait pas le moment de considérer l'impact écologique de nos voyages? Alors c'est même en dehors de la crise, crise sanitaire ou non. Direct du site Vueling, c'est pas une blague, il y a des prix hyper avantageux depuis Paris. Pour aller à Barcelone, là on est sur du 35 €. Enfin bref, donc comment vous dire que ça donne envie de voyager? Pourquoi pas faire un petit cadeau pour la Saint-Valentin? Je me sens coupable de prendre l'avion. Et je rebondis sur un tout autre sujet, mais également sur le concours d'hier que je vous ai posté à l'île Maurice. Pareil, trop contente de vous offrir quelques jours là-bas. Un mec de Greenpeace m'avait dit, si tu fais Paris-Bali, c'est genre 4 ans de végétarianisme. Ah bon? Ouais. Et si je mange une bavette avant d'aller aux Maldives? Oh là, c'est mort là. Je suis la pire enflure. Et quand on a une notoriété, on a une responsabilité. Ça, c'est certain. Qu'on les choisit ou pas. Je crache pas dessus parce que c'est vraiment un milieu qui m'a fait vivre et qui m'a fait connaître. Mais en fait, en prenant compte des enjeux écologiques et en voyant toute la surconsommation que ça pouvait engendrer, je voulais plus être ce rôle modèle-là. Mesdames et messieurs, avec le code 15 LENAS, vous avez moins 15% en plus des promotions qu'il y a sur les 3J. Donc tu peux avoir moins 50% et après moins 15%. Donc moi je suis particulièrement engagée contre la fast fashion. Et franchement, moi ça me tue de voir des filles dans mon feed faire la promo de Pretty Little Thing et debout. Mais je résiste à l'envie de commenter en mode tu sais que des personnes ont été exploitées pour créer ces vêtements et que tu contribues à la promotion de ce schéma. Et le réveil écologique, tous ensemble, on commente, on tag. À la Inception DiCaprio, tu places des idées, quand tu commences à avoir 4-5 commentaires sous ta vidéo, sous ton post, disent juste écoute, faut remettre un peu en question peut-être certaines choses, et que t'en as sur le suivant et sur le suivant, toi-même tu vas y réfléchir à 2 fois avant de le faire. J'ai quand même dans ce lot-là reçu quelques messages, vraiment peu, j'en ai reçu 2-3, mais me parlant du réchauffement climatique et du fait que ce soit honteux d'offrir un voyage. Faut faire preuve de pédagogie et d'explication parce qu'il y en a beaucoup qui ignorent encore fondamentalement c'est quoi le changement climatique. Et j'ai envie de peut-être sensibiliser ma communauté à mon échelle à agir, mais en fait ça devient chiant, c'est pire que chiant, c'est-à-dire que en fait ça nous dessert, on a toutes les deux eu envie à un moment de se dire c'est quoi, on a d'en parler. Intérêt business à faire ça. J'ai aucun intérêt business. Ah non, je me suis clairement tiré une balle et aujourd'hui je vais te dire un truc, l'écologie ça rapporte 0. Ouais. Ça c'est un truc, ça rapporte que dalle de parler d'écologie, mais par contre en termes de valeur humaine et en termes de ce que ça t'apporte à toi, quand on parlait d'être une personne bien et tout, mais moi en fait quand je parle d'écologie et quand je parle de juste faire mieux, parce qu'on n'est jamais parfait, j'ai l'impression d'être utile.
l'écologie, ça ne rapporte pas d'argent. Pourtant, aujourd'hui, les influenceurs, ils ont un pouvoir énorme qui est celui d'orienter les normes sociales et d'orienter les comportements. Donc, dans un monde, justement, où les réseaux sociaux ont tant de place, on a besoin d'eux, en fait, dans le combat climatique. Et donc, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il peut y avoir un réveil écologique du monde de l'influence? Est-ce qu'il faut former les influenceurs? Est-ce que c'est trop tard, en fait? Ou est-ce que c'est déjà raté pour toute cette génération d'influenceurs? Et donc, pour répondre à ces questions, je vais inviter donc, les intervenants de ce soir. Donc, Jules, cofondateur du média Le Crayon. Camille Etienne, activiste climatique. Léa Elisabeth, influenceuse en transition. Ouais, vous pouvez les applaudir. Mohamed Mansouri, directeur délégué de l'ARPP, l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité. Et Laetitia Mattioli, cofondatrice de Nowadays Agency. Alors, on va commencer par une première partie qui est l'influence à l'heure de la transition écologique. Où en sont les influenceurs? Et pour ça, on va demander à Jules de nous faire une petite réflexion sur l'influence aujourd'hui et est-ce que, justement, on peut réveiller ces influenceurs et surtout les nouvelles formes d'influence qui émergent. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir convié à cet événement et je suis ravi de pouvoir prendre la parole devant vous ce soir. Moi, mon intervention va consister à... donc Jules, fondateur du média Le Crayon, mon intervention va consister ce soir à dresser rapidement un petit panorama des raisons qui font que les influenceurs ont du mal avec ces enjeux climatiques, d'une part, et puis essayer d'aller vers de proposer des pistes de solutions pour leur adresser un discours qui leur parle. Alors, tout d'abord, sur un panorama des constats, on l'a vu ici, il y a une consommation qui est dans la mode, dans l'électronique, dans l'électroménager, qui est problématique et qui est difficile à faire évoluer, tout simplement parce que les influenceurs ont un problème qui est une pression de la part vis-à-vis des abonnés, vis-à-vis des autres influenceurs, à ne pas montrer tout simplement par exemple les mêmes habits tous les jours à chaque photo. Il y a des problèmes au niveau des voyages, de la consommation, les voyages en avion qui sont effectivement un facteur d'émission de gaz à effet de serre très important. Et puis il y a plein de typologies d'influenceurs qui en fait tout simplement n'en ont pas grand chose à faire du climat. Je pense aux influenceurs business, dans le business en ligne, les Web 3, Amazon, etc. Des business qui sont en plus très polluants, avec beaucoup d'arguments de whataboutism, c'est-à-dire et les Chinois alors, ou alors minimisation de l'impact individuel, qui sont des choses qui reviennent beaucoup dans les raisons qui poussent les influenceurs à ne pas agir sur la question. Alors évidemment, tout n'est pas jeté. Il y a plein d'influenceurs qui prennent la parole sur des sujets sociétaux, sur LinkedIn, Théo Scubla de Hitchwa, Nicolas Froissart du groupe SOS, Benjamin Louis sur le handicap, sur Instagram, sur la fast fashion, on l'a vu beaucoup. Alors Enjoy Phoenix, Marie a changé son fusil d'épaule à ce sujet, mais il y en a qui sont engagés depuis longtemps. Margot de You Make Fashion, on a vu Louise Aubéry de My Better Self, etc. Hugo Clément sur la question de la lutte animale, Camille, Léa, etc. Sur d'autres réseaux, sur YouTube, des créateurs qui parlent spécifiquement de ces sujets d'énergie, comme Le Réveilleur, Nicolas Mérieux, Partager c'est sympa. Bref, il y a des créateurs qui parlent de ces sujets-là. Mais l'un des problèmes qui, moi, me paraît central, c'est qu'il y a assez peu de créateurs qui sont initialement des influenceurs, qui parlent d'autre chose que de climat et qui se mettent à parler de ces sujets-là. Et c'est le cas d'Enjoy Phoenix, mais ce n'est pas le cas, par exemple, de Camille, dont l'influence vient de cet engagement sur la cause climatique. Or, si on veut toucher un plus grand nombre de personnes, il faut parler à des gens qui ne s'intéressent pas directement, qui ne sont pas déjà prêts à s'abonner à des youtubeurs qui parlent d'énergie, de transition énergétique, etc. Alors pour ça, identifions quels sont les problèmes, quels sont les sujets qui font que les influenceurs ont du mal à parler de ça. Alors d'abord, tout simplement, il y a une question d'orgueil. Quand on devient influent, on accède à une vie qui est une vie de rêve. On a soi-même vu d'autres vivre avec des moyens élevés, pouvoir voyager. On n'a pas forcément soi-même eu l'occasion, enfant, d'être dans une famille avec des moyens et de faire beaucoup de vacances, de voyager de par le monde. Donc c'est un statut social qu'on acquiert. Et donc il y a une question de désirabilité.
qui est très très importante dans la manière dont on peut toucher les influenceurs pour les faire changer sur ces points-là. Il y a évidemment des manques d'éducation ou de conscience et des questions de monétisation qui sont des choses très très concrètes sur lesquelles on peut aussi agir. Mais pour moi, c'est vraiment ces questions de désirabilité, d'image et de peur d'être le premier à lancer le mouvement aussi, vis-à-vis des autres influenceurs, qui sont des points sur lesquels il y a quelque chose à craquer. Et c'est là que je vais essayer de proposer des solutions. Alors, pour parler un peu d'action, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? D'abord, il y a des influenceurs qui sont, comme je l'ai dit, plus conscients que d'autres. Et la cible par qui on passe pour faire passer un message climatique me paraît être l'une des bonnes manières de faire changer la globalité des influenceurs, les mentalités de plus en plus rapidement. Si on s'attaque grosso modo à des influenceurs comme Ben Never, qui était la personne qui interviewait dans l'interview Insomnie Marie de Enjoy Phoenix, c'est quelqu'un qui est déjà assez engagé. On a vu Cyrus North, on a vu, il y a des personnes comme Hugo Décrypte, comme Crazy Sally, qui sont des influenceurs souvent assez conscientisés, qu'on peut aller toucher pour parler à d'autres créateurs de contenu auxquels eux parlent et qui peuvent transmettre un message. Je pense évidemment aussi à des sportifs ou à des artistes, notamment les artistes, des artistes comme Nekfeu, comme Orelsan, sont des personnes qui ont beaucoup d'influence, qui sont prêts à s'engager, qui ont même, je dirais, un bonus souvent à le faire, Medine aussi, dans le rap, et ce sont des personnes qu'on peut toucher pour faire réagir d'autres influenceurs là-dessus. Également des organisations. Si on veut toucher le concours Miss France, on peut toucher le concours Miss France en s'intéressant à l'image que renvoient des organisations qui ont un intérêt à paraître bien autour du public. Et donc il va y avoir tout cet enjeu de désirabilité de la transition écologique énergétique et de, au contraire, rendre pas cool le fait de prendre l'avion, de consommer, etc. Comment on fait ça? Ma thèse ce soir, c'est qu'il faut adapter son discours. Il faut choisir ses arguments et il faut les adresser précisément aux personnes auxquelles on parle. Avoir un discours uniforme, à mon sens, ça ne permettra pas de transformer Nabila en Greta Thunberg ou ThyssenKrupp, qui est un des plus gros pollueurs mondiaux, une entreprise qui produit de l'acier allemande, en Greenpeace. Comment on adapte son discours? On fait feu de tout bois. C'est un peu la stratégie tous azimuts. On va parler à chacun de ce qui l'intéresse. Et on va parler à chacun de ce qui l'intéresse parce que c'est là qu'on va toucher, je dirais, les sentiments, l'émotion. Ça, c'est ma thèse. Je sais que d'autres ici, des médias, des militants, des ONG, des scientifiques, diffusent un discours très rationnel, il faut bouger, il faut faire changer les lignes. C'est un discours auquel on peut allier ce discours qui va toucher le cœur. De quoi je parle quand je dis ça? Pour moi, je ne sais pas si vous avez vu le film Don't Look Up, qui a été diffusé sur Netflix, qui a eu un gros succès, qui est un très bon film, je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore vu. L'effet où les scientifiques arrivent sur le plateau de télé et ils parlent à des gens qui ne sont ni préparés, ni prêts à entendre ce qu'on va leur dire, avec des arguments rationnels, c'est-à-dire la comète va s'écraser sur notre Terre et tous nous annihiler, ça ne fonctionne pas. On le voit dans le film. Alors, peut-être que ça fonctionnera, on l'espère, dans la vie réelle, mais c'est un enjeu un obstacle sur lequel il faut combattre. Je prends quelques exemples de manière dont on peut s'appuyer sur le caractère des gens et sur ce qui les intéresse pour les toucher sur ces enjeux-là. On peut essayer d'aller toucher des gens qui sont sensibles à la cause animale en leur parlant de souffrance animale pour avoir un impact secondaire en fait, sur leur consommation de viande. Je pense à Greg Guillotin qui fait des pranks sur YouTube, qui est très connu, un des youtubeurs les plus connus. Il est très sensible aux questions il est vegan, il est très sensible à ces questions-là. Sur les questions de biodiversité, on peut aller toucher des influenceurs très mainstream, Miss France, Nabila, qui ne veulent pas voir les koalas qui meurent dans les flammes en Australie. Et que ça peine de voir ça. On peut toucher des personnes qui sont sensibles à la question de la lutte pour les droits humains, en leur diffusant, Raphaël Glucksmann, par exemple, l'eurodéputé, fait un travail admirable de ce point de vue-là sur Instagram, en introduisant ces notions auprès de ces personnes, les peuples qui sont opprimés, etc., et tout simplement avoir des impacts sur les questions de pollution, même de budget de défense, qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, qui détruisent aussi la biodiversité. C'est un enjeu qu'on peut aller chercher. Jouer sur le DIY et la seconde main, en cuisine, en tech, en déco, reconstruire des choses à partir de... moi, je connais des influenceuses, Valérie Deville qui construit des choses, Clara Victoria qui a ouvert à Paris un magasin de seconde main, des influenceurs qui reconstruisent des choses parce que leur passion, c'est la confection, etc. Et on peut aller les chercher
sur limiter leur consommation en touchant ces intérêts-là. Sur la beauté de la nature et sur l'aventure avec des influenceurs urbex, des youtubeurs, le Grand JD, etc., le One Man Show, des gens qui veulent aller, enfin même des influenceurs parcours, qui courent, qui se rendent dans la ville et auxquels on peut adresser ce discours de diminuer votre consommation, c'est préserver la nature dans laquelle vous vous rendez tout le temps et que vous voulez voir belle et que vous voulez partager autour de vous. Et même sur les influenceurs qui sont très business dont je parlais tout à l'heure, Arthur Aubeuf, qu'on a vu dans la table ronde qui était tout à droite, a développé Time for the Planet, qui vise à faire émerger 100 solutions, 100 entreprises qui changent la donne au niveau climatique. C'est quelqu'un qui a une fibre entrepreneuriale. Il y a plein d'entrepreneurs qui seraient très stimulés par ça, par cette volonté de développer des projets pour faire avancer la cause climatique, mais à qui on doit parler en l'accent sur ce point, développer des projets. Allez vous challenger sur le fait de faire un truc archi difficile, c'est-à-dire lutter contre prévenir les tipping points, etc. Lutter contre tout simplement les émissions de gaz à effet de serre et voilà. J'en ai d'autres, des exemples, je ne peux pas tout lister, mais on peut toucher la ringardise aussi. Essayer de faire peur, entre guillemets, à des influenceurs plus âgés, en ciblant des influenceurs, notamment sur TikTok, qui peuvent être plus sensibles à tous ces discours-là, et rendre des influenceurs plus âgés peur, enfin leur faire craindre la ringardise, qui est un truc qui marche très bien. Je pense que les personnes dans la salle peuvent s'en rendre compte au fur et à mesure qu'elles vieillissent. Mon point, c'est aussi c'est une thèse qui est très personnelle, hein, mais je pense que scinder les luttes, ça peut être important. Si on parle à des influenceurs en leur disant « il faut que tu luttes contre les émissions de gaz à effet de serre et que tu réduises ta consommation de viande, ta consommation de vêtements, tes voyages en avion, etc. » et qu'en même temps tu sois sensible à la question des droits humains, à la question des questions LGBTQI, etc., la question du validisme, donc des personnes handicapées, etc., ça fait beaucoup en même temps. Ça fait beaucoup en même temps et je sais que c'est pourtant des luttes qui sont souvent croisées, qui se recoupent, parce qu'un plus grand respect pour les droits humains et la nature, c'est des choses qui sont liées. Mais c'est compliqué de toucher quelqu'un en ayant tous ces discours à la fois parce que en fait, il réduit à peau de chagrin ce qui lui rapporte, comme on l'a dit, ce dont il peut parler, etc. C'est compliqué. Et donc, pour moi, le discours, c'est on n'est pas là pour faire une démonstration de vertu en essayant d'être le plus parfait partout. Au contraire, on est là pour préserver l'espèce humaine de ses propres faiblesses, à savoir c'est difficile de changer sur le sujet. Commençons par ce sur quoi on peut agir, sur ce qui est le plus facile, à savoir ce qui nous touche et ce sur quoi on peut changer à la marge. L'objectif, c'est même pas forcément, et ça c'est mon point, je sais que tout le monde on n'est pas forcément d'accord avec ça, mais c'est même pas de dire la vérité sur on va tous droit dans le mur, c'est parler à chacun des personnes qui vont dans le mur. C'est obtenir un résultat qui importe, c'est réduire chaque tonne d'émissions de gaz à effet de serre et pas essayer de faire prendre conscience à tout le monde qu'on va droit dans le mur, mais ne faire changer personne. C'est complémentaire, hein, c'est la stratégie good cop, bad cop avec une stratégie qui consiste, comme celle du média Bon Pote par exemple, à mettre droit devant le nez les problématiques en disant en fait tu vas pas t'en sortir comme ça. Moi j'ai une stratégie un peu différente mais qui est je pense complémentaire. Et un peu le dernier point à ces sujets-là, je parlais tout à l'heure de désirabilité. Rendre cool et rendre beau l'engagement, c'est archi important. Parce que rendre désirable, c'est rendre cool et rendre beau. Et que honnêtement, on peut faire des démonstrations de vertu et penser qu'on va faire changer les gens en leur disant ressembler à Eva Joly. Et je le dis sans aucune méchanceté envers Eva Joly. Mais ça ne rendra pas. Nabila n'aura pas envie de ressembler à Eva Joly. Et il faut être très très conscient de ça. Faut être très honnête avec, encore une fois, nos propres faiblesses. C'est très psychologique. On est faillible. Et il faut être capable de s'en rendre compte et d'agir en fonction de ça. Et donc, mon point par rapport à ça, c'est que les scientifiques ne sont pas très bons dans cette communication belle et cool. Mais ce n'est pas leur job, c'est pas grave. Il faut des médiateurs qui soient, comme Camille par exemple, prêts à ça. Le côté beau, avoir des héros AUT au pluriel, des représentants qui soient attrayants, je le dis vraiment sans cynisme, en fait ça joue aussi. Ça joue aussi. Et c'est comme ça qu'on peut toucher un large public avant d'être complètement les pieds dans l'eau partout en France, quoi. Susciter l'admiration, c'est-à-dire faire changer, c'est ce qui fait l'influence, c'est des mécanismes, les likes, les abonnements,
ça touche à des mécanismes psychologiques qui sont très profonds de manière dont on se positionne en société. On est désirable amicalement, même vis-à-vis de la séduction, auprès d'un grand nombre de personnes. Si on coupe cette désirabilité-là, on aura du mal à faire changer les gens. Il faut réussir à rendre beau, attrayant, désirable l'influence climatique. Et ça vaut aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Hein. C'est Thibaut InShape et Squeezie sont des hommes qui paraissent désirables auprès de leur communauté. On peut les faire changer sans leur faire perdre, sans rendre Thibaut InShape pas énorme et sec, pour reprendre sa formule. Enfin, sur le côté cool, avoir une communication cool, offensive, charrier, en fait, tout simplement, produire des mèmes sur Twitter qui rendent en fait les voyages en avion, les codes promo, etc., pas cool, c'est important. Et mon pote en parlait, on l'a fait sur le tabac. Le tabac, aujourd'hui, ça vient à l'idée à personne, parce qu'il y a des campagnes de gouvernement massives, mais de manière générale, dans la société, la régulation est un enjeu très important à ce sujet aussi, mais ça ne vient à l'idée de personne de vanter les effets du tabac. On peut le faire de la même manière sur l'avion, par exemple, en réinventant d'un côté, parce qu'il faut trouver des solutions, il faut trouver des alternatives, en réinventant la manière dont on communique, dont on pense le voyage, dont on rêve le voyage. C'est-à-dire le voyage, c'est pas je pars une semaine à Dubaï, à New York, un week-end à Barcelone, et le trajet ne fait plus partie du voyage, c'est juste une contrainte. Non, on peut faire Marco Polo. En fait, je ne prends pas de vacances pendant 1 an, mais en revanche, après, je prends 2 mois et j'y vais en train, en voiture, en stop, et ça fait partie du voyage. D'ailleurs, voyager, c'est aussi déjà être sur la route. Voilà, donc cette communication, je terminerai là-dessus, en citant aussi Cyril Dion qui disait, il a sorti récemment un nouveau film, le titre c'était Animal, ouais, j'avais un doute, Animal. Il disait dans l'avant-première, à l'avant-première, il faut inventer des récits alternatifs. Et c'est super dur, mais faire rêver, c'est ce qui nous permettra de faire changer les gens sur ces questions d'orgueil, de désirabilité, etc. Donc, je conclue là-dessus, parce que j'ai probablement pas le temps de parler des moyens. Effectivement, c'est d'autres points qu'il faudrait aborder, mais on aura peut-être l'occasion d'en discuter après. Mais pour moi, c'est des discours différenciés qui sont complémentaires avec un discours unifié sur la vérité du changement climatique, mais des discours différenciés qui parlent à chacun, une image désirable et des moyens qui sont notamment le fait de l'État sur la régulation, sur la subvention, sur voilà, l'éducation aussi. Merci à vous. Merci beaucoup, Jules, pour toutes ces réflexions. Du coup, Camille, toi, tu es très présente sur les réseaux sociaux. Justement, tu essayes d'inventer de nouveaux récits pour parler du réchauffement climatique. Tu es aussi en contact, tu utilises les mêmes réseaux sociaux finalement que des influenceurs lambda qui, eux, utilisent leur influence pour promouvoir, entre guillemets, des comportements qui sont à contre-courant des enjeux climatiques. Comment, toi, aujourd'hui, tu vois le monde de l'influence, les influenceurs que tu peux côtoyer? Est-ce que tu as l'impression qu'on peut les bousculer? Comment il faudrait les bousculer? Est-ce que, comme l'a dit Jules, il faut taper là où sur des sujets qui activent leurs émotions? Quel est ton point de vue là-dessus? Bonjour, ça marche, oui c'est bon. Faut que je parle plus près. Oui, moi la différence c'est peut-être que je pense que je suis celle qui connaît le moins en réalité ce milieu-là, dans le sens où pour moi c'est un outil très fort que je sous-utilise beaucoup. Parce que je ne suis pas très douée là-dedans, je ne gagne pas ma vie de ça du tout, voilà. Je fais pas de partenariat ou des choses comme ça. Non pas que je dénonce ça, mais simplement parce que je fais de l'activisme de manière plus traditionnelle et je me suis rendu compte qu'en fait ça pouvait être très très puissant, aussi les réseaux sociaux, en fait cette question de l'influence, pour moi c'est intéressant de se poser la question dès le début, comment est-ce que ça fonctionne? Et se dire que psychologiquement on existe aussi dans le regard de l'autre. C'est une société individualiste qui a aussi accentué ça énormément, mais on existe dans le regard de l'autre. On fait société, l'homme est un animal social, et donc par essence, ce que va penser Jules de moi va importer, plus ou moins, selon les personnes. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe comme ça. Et donc en fait, ce qui est assez fou avec les réseaux sociaux, c'est l'aspect social et le fait que maintenant, ce qui est à la fois source d'angoisse profonde de toute une génération, ce qui est à la fois très puissant aussi comme vecteur de changement, c'est qu'on est confronté au regard de milliers, voire de millions de personnes d'un coup. Ce
qui est assez dingue et ce qui est assez nouveau en fait. Et donc on a aussi très peu de recul sur l'impact que ça peut avoir sur notre cerveau, sur notre capacité à faire société, etc. etc. Et donc comme je suis assez convaincue qu'à chaque fois ce qui nous fait peur est puissant, je me dis que les réseaux sociaux font peur à beaucoup de gens aussi parce que ça peut être très puissant. Donc je me suis dit, utilisons cet outil-là. Et moi, j'essaie plutôt de faire de la vulgarisation scientifique pour exactement ce que disait Jules. Mon discours est moins construit que Jules parce qu'il il travaille trop bien. Et donc, du coup, je vais essayer de faire ce que je peux, mais ce sera peut-être moins structuré. Quand tu disais que les scientifiques n'y arrivent pas très, très bien, c'est vrai, et c'est absolument pas leur travail. Et du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ça, c'est travailler avec, très concrètement, une biologiste marine qui me dit personne ne parle de l'exploration marine / exploitation marine en eau profonde. Il y a des décisions qui vont être prises dans un sommet de la mer à Brest avec des décideurs de partout dans le monde. C'est un enfer. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc moi, je me dis, ok, là, comme ça a l'air un peu opaque. Comment est-ce qu'on fait pour faire monter le sujet et créer l'actualité? Et c'est ça qui est chouette, en fait, c'est de réinverser le rapport de force et se dire que les influenceurs, les médias, et je mettrais presque le slash, enfin la ligne, elle devient de plus en plus fine parce que les médias s'incarnent de plus en plus et les influenceurs font aussi du contenu dans lequel ils ne sont pas eux-mêmes mis en avant. Donc en fait, voilà, cette capacité à informer, en fait, elle a une très très grande responsabilité. Et c'est se dire, non pas comment est-ce qu'on suit la tendance de l'actualité, comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on est uniquement tout le temps proactif à ce qui se passe, et donc se poser la question en tant qu'influenceur ou influenceuse, non pas on parle du climat, comment est-ce que moi je vais pouvoir faire du contenu là-dessus, mais se dire je vais créer une actualité en fait. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que là, par exemple pour les présidentielles, il y a 2%, et même depuis les guerres en Ukraine c'est moins que ça, mais en février c'était 2% des sujets de rédaction qui traitaient du climat. 2% donc, sur un sujet qui concerne quand même nos conditions de vie sur Terre et la possibilité d'y rester quelque temps, parce que c'est quand même assez disproportionné. Et en fait, il n'y a pas de 2% à se répartir, mais c'est comment est-ce qu'on crée un monde dans lequel c'est 90% du temps d'audience, en fait. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est le pouvoir de ces influenceurs et de ces influenceuses qui est, à mon sens, énorme. Donc, je vous disais, il y a cette capacité-là des influenceurs à faire en sorte qu'on existe dans le regard de l'autre et que donc, on crée une culture, en fait on fait culture et les réseaux sociaux sont vraiment entrés dans la culture maintenant. Et c'est-à-dire qu'il y a des milliers de jeunes qui vont parfois suivre une trend, enfin ce qu'on appelle, je pense que vous êtes dans cette salle, vous connaissez donc ça va. Mais c'est l'idée de dire on va créer un moment une mode et on va avoir des millions de personnes qui vont suivre. Et donc en fait je me suis beaucoup posé ces questions-là, de dire est-ce qu'on culpabilise ou pas les gens? Moi, j'ai toujours fait attention à ne pas culpabiliser les gens parce qu'il y a des questions sociales derrière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à tout le monde de ne pas prendre sa voiture quand on habite en campagne. C'est très compliqué de ne pas prendre la voiture. Moi, je vois ma mère, c'est la personne la plus écolo que je connaisse dans son quotidien. Simplement, en habitant en Savoie, perdue dans la montagne, il n'y a pas le choix que de prendre la voiture pour aller faire les courses. Bon, soit. Et donc, du coup, il y a aussi cette question-là de comment est-ce qu'on va demander, par exemple, à des jeunes étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui doivent faire 3 jobs pour payer leurs études, de louper l'école le vendredi pour aller dans les marches. Donc en fait, c'est se dire, ok, on a une responsabilité qui est différenciée, et donc dans les émissions de gaz à effet de serre, et donc l'action doit aussi être différenciée. Le niveau d'action doit être différencié, et le niveau d'attente de la société doit être différencié. Donc c'est pour ça que je fais jamais de shaming public, c'est-à-dire que j'ai jamais partagé en disant, je sais pas, Big Flo et Oli, enfin je sais pas, disons quelqu'un qui a pris l'avion en disant, oh là là, c'est pas bien, j'ai jamais fait une story en disant ça. Mais par contre, je les embête, je vais leur expliquer, et l'humour est une super arme, donc j'aime bien les embêter plutôt comme ça, pour leur parler en privé et les faire changer sur ce côté-là. Parce que je sais aussi, je pense que c'est parce que je m'identifie un peu, alors de manière tout à fait moindre, hein, parce que mon compte est absolument pas suivi par des millions de personnes, mais comment ça peut être violent aussi ces réseaux sociaux, et comment du coup il y a des gens aussi derrière, et que mon but c'est pas de les préserver de la réalité, mais juste de garder leur santé mentale pour qu'ils puissent durer et qu'on puisse en faire des super bons alliés dans ce combat. Donc moi ma stratégie elle est plutôt celle de convaincre, et par contre pour ça j'admire ta stratégie qui est d'aller chercher qu'est-ce qui va toucher chaque personne, mais ça moi je les connais pas tous. Enfin, ça m'arrive du coup d'avoir pas mal d'artistes, d'influenceurs
qui viennent m'écrire en disant je veux m'engager, qu'est-ce que je vais faire quoi, je fais leur caution écolo en disant qu'est-ce qu'on fait, donc du coup on va boire des verres et on va réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire différemment, et ça c'est très cool quand je les vois en vrai, moi je préfère. Mais c'est pas toujours le cas, en fait on les connaît pas toujours, donc moi je fais pas de compromis, je pense que chacun et chacune a le droit, que ce soit des citoyens, des dirigeants, des influenceurs, tout le monde, des jeunes, des vieux, a le droit de savoir ce qui se passe. Je pense que les gens sont loin d'être bêtes et que la lucidité est vertigineuse, mais qu'elle est nécessaire, et que détourner le regard et prendre, quand on est devant Matrix, prendre la pilule qui fait qu'on reste dans notre ignorance, c'est jamais le bon choix. Donc je préfère toujours pouvoir alerter les gens et faire en sorte que la chance que j'ai d'avoir accès, parce que j'ai eu accès à une éducation, parce que j'ai eu accès du coup à un certain réseau qui m'a donné la capacité de comprendre les ordres de grandeur des rapports, d'avoir accès à des scientifiques qui viennent m'alerter sur des sujets, de faire en sorte que le plus de monde soit au courant. C'est ce qui rend triste et ce qui angoisse, parce que souvent ce qui fait qu'on n'a pas envie d'agir, c'est parce qu'on a peur de ça, c'est parce qu'on a peur d'être mal, profondément. Et en réalité, ce qui rend mal, pour en avoir parlé avec des neurologues, c'est justement la dissonance cognitive, le fait qu'on va avoir envie de parler, enfin, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on continue à faire autre chose parce que, et on peut trouver toutes les excuses du monde. Mais c'est ça qui nous rend un profond mal-être. Et en tant qu'influenceur, influenceuse, et donc aussi toutes les personnes qui nous suivent derrière et qu'on va entraîner dans des actions, on a un putain de devoir en fait. Enfin, je veux dire, on ne vit pas seul sur cette terre, et donc quand nos actions vont entraîner des réactions en chaîne sur des personnes qui vivent à l'autre bout du monde ou à côté de chez nous, qui n'ont pas nos privilèges, on se doit d'agir, de faire ce qu'on peut. Je ne dis pas faire sa part, parce que je pense que ce n'est pas non plus une bonne manière d'approcher ça, mais on doit faire ce qu'on peut. Il faut être intransigeant, ça ne veut pas dire se brûler les ailes et vouloir, comme tu disais, tout faire partout, tout le temps être parfait. Je suis profondément imparfaite, mais chaque personne qui décide sérieusement, avec sérieux, avec intransigeance et avec volonté d'être du côté de l'action, de se renseigner, de prendre ses responsabilités, alors pour moi, il fait les choses correctement, et c'est ce que j'essaie de pousser à faire. Merci beaucoup. Du coup, finalement, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de former toute une nouvelle génération d'influenceurs par justement cette éducation. Finalement, c'est vrai que on va dire que le name and shame fonctionne pas forcément, mais ça permet de, on va dire, de mettre en avant ce qu'il faudrait arrêter. Non, mais c'est une stratégie aussi. Hein. Juste que moi, c'est juste parce que c'est pas la mienne, parce que c'est pas comme ça que je convainc le mieux les gens pour avoir essayé, mais faites-le. Enfin, je veux dire, faites et convainc-les avec des pandas qui faisons tout. On n'a pas. Il faut juste. La seule peut-être chose dont je suis sûre du haut de mes 23 ans, c'est quand même pas beaucoup. C'est qu'en fait, on n'a pas 10 points clés pour sauver le monde. Et chaque personne qui viendra vous dire qu'il a trouvé la solution, que c'est l'entrepreneuriat, que c'est le name and shame sur les réseaux, que c'est les influenceurs, que c'est le nucléaire, c'est faux. Actuellement, on ne sait pas. On n'a pas 10 points clés pour sauver la planète qu'on peut tous appliquer partout maintenant. Bien sûr qu'il y a à l'échelle individuelle des choses en tant que, voilà, vous pouvez arrêter de manger de la viande et du poisson, arrêter de prendre l'avion, ça c'est bien sûr, il y a des ordres de grandeur. Mais sur les stratégies, je pense qu'on essaye constamment. Ce qu'on vit dans l'histoire est absolument nouveau, absolument vertigineux, et que donc il faut absolument tout essayer et avoir l'humilité de se rendre compte que on ne trouvera pas là, ni aujourd'hui ni demain, la bonne solution, et que, encore une fois, on est complémentaires dans nos luttes, quoi. Ok, oui, finalement, il faut, on va dire, essayer et apprendre potentiellement de nos erreurs. Du coup, toi, Léa, tu as une histoire assez particulière. On va dire que tu as été une influenceuse qu'on peut dire classique, qui faisait des partenariats avec des marques de fast fashion, etc. Et tu as changé depuis, on va dire, quelques temps. Tu t'imposes une charte éthique au niveau de tes partenariats, comment aussi tu communiques sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi, justement, qu'est-ce qui a été ton déclic et aujourd'hui, quelle est ta vision de l'influence et comment tu la pratiques, justement? Bonjour à tous. Ça marche? Ouais, super. Si tu sois bien près du micro, comme ça. J'ai pris des petites notes parce que, voilà, petite pression. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir prendre la parole par rapport à cette transition. Comme ça. Ouais, c'est vraiment... Okay. Donc en fait, pour vous raconter un peu rapidement mon histoire, j'ai lancé mon compte Instagram il y a maintenant 5 ans. J'étais dans un positionnement très parisien, haussmannien, très Jeanne Damas. Voilà, c'était un peu ce qui faisait vendre à l'époque et ce qui fait vendre encore aujourd'hui.
Ça a très vite marché. J'étais ravie à l'époque parce que mes objectifs étaient vraiment sur la notoriété, avoir plein de fringues, être connue, voilà, c'était vraiment des objectifs très centrés sur le matérialisme et sur ma personne, mais c'était aussi des rêves d'enfance, de gamine en fait, parce que c'était ce qu'on me vendait à l'époque. On me disait si tu possèdes, tu verras, tu seras heureuse, si tu es désirée, tu verras, tu seras heureuse. Donc voilà. Donc à l'époque, je me suis vraiment lancée sur ce positionnement-là. Et ça a bien marché. J'ai eu très rapidement accès à la fast life, on va dire, des influenceurs mode. J'avais des partenariats par centaines par mois. Je prenais l'avion, voyage de presse, tout frais payé avec des marques. Ça vendait vraiment du rêve. J'étais invitée aux événements. J'ai mangé à côté de Laetitia Casta. Ce soir-là, honnêtement, je ne me sentais plus. Voilà. Et puis petit à petit, mon ego a commencé à monter. Et je me disais, waouh, j'ai plein d'abonnés. Je suis quelqu'un. Je possède, je suis quelqu'un. Je mets une fringue par poste. Regardez comment j'ai plein de choses. Désirez-moi. Voilà. Et c'est vrai que ça a été une croissance qui s'est faite petit à petit. Et je ne vais pas vous le cacher, je me suis complètement perdue. Parce que du jour au lendemain, j'étais à Bordeaux, j'ai tout plaqué. Et je suis partie à Paris quelques mois avant le Covid en me disant, les gars, ma vie est à Paris, ça va être la folie. Et puis, très rapidement, le Covid est arrivé. On s'est tous retrouvés confinés, à paniquer, à se dire qu'est-ce qui va se passer demain. Les marques m'ont contacté et m'ont dit, écoute, Léa, tes contrats vont être gelés. J'ai quand même un master de communication. À la base, j'ai une formation directrice artistique. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, comment je vais faire pour payer un loyer à Paris si j'ai plus de contrat ? Je précise également que les agences de presse ont vraiment profité de cette galère des influenceurs qui n'avaient plus de produits à shooter pour vraiment nous demander de plus en plus de choses en échange d'un seul cadeau. Ce qui est déjà, certes, très bien, mais à l'époque, on se disait, attends, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc petit à petit, je faisais des attestations pour aller faire mes courses et puis prendre ma petite photo avec ma baguette en étant oh, regardez, tout va bien. Et sauf que le mood dans lequel j'étais et le mood dans lequel la plupart des Français étaient n'était pas du tout ça. La réalité, c'est qu'on était anxieux, qu'on stressait vraiment, on savait pas du tout ce qui allait se passer. Et de continuer de faire semblant, en fait, là, ça a été la première alarme. Et honnêtement, j'étais très très malheureuse à l'époque. Ce que je montrais, c'était vraiment en décalé de ce que je ressentais. Et petit à petit, en fait, je suis allée vers une dépression. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont vécu ça à cette époque. Et petit à petit, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fous, Léa ? En fait, là, ce que tu montres, ça va pas du tout. Et tu ne peux pas montrer que tu es vulnérable. Parce que ce que tu montres, c'est une vie de rêve. Donc, tu ne peux pas montrer à tes abonnés que, en fait, ça va pas du tout. Parce que là, clairement, demain, tu vas perdre des abonnés, tu vas perdre des partenariats, tout le monde va s'effondrer. Voilà. Et c'est un peu ce qui s'est passé, finalement. Grosse dépression, et puis du jour au lendemain, je suis rentrée chez mes parents, en Dordogne, à Sarlat. Pour moi, c'était vraiment le fin fond perdu du monde. Mon Dieu, je n'avais plus mes repères, j'avais plus mes bâtiments haussmanniens pour prendre mes photos. J'étais perdue. Je me suis dit, mais comment tu vas faire pour créer ? Enfin, c'est juste pas possible. Et donc, grosse pression. Et mes parents, ma mère qui me voyait vraiment super mal et qui m'a dit, écoute Léa, au bout d'un moment, c'est en train de te détruire. C'est en train de te détruire. Déjà que tu avais beaucoup changé. Parce que les réseaux sociaux ont un impact dans mon couple, parce que c'était mon mec à l'époque qui prenait mes photos. Et il y a des moments en fait, où on n'a pas forcément envie de faire des photos. Il y a des moments où on a aussi envie de manger chaud. Ça, c'est un petit détail. Mais en fait, quand on est au restaurant et que vous passez juste 10 minutes à prendre votre photo et que votre plat après il est tiède, la satisfaction n'est pas la même. Mais ça, les gens ne le savent pas parce que la photo, on dirait que le plat est chaud. Voilà. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait plein de choses qui me faisaient du mal. Et ma mère m'a dit, c'est en train de te pourrir la vie. Arrête, coupe. Mais comment je vais faire ? Si je coupe, je n'existe plus. La validation sociale a disparu. Je suis qui ? Je suis plus personne en fait. Mais je suis partie. Je suis partie parce que c'était question de ma santé psychique en fait. Et je me suis dit, là tu coupes. Donc j'ai coupé 1 semaine, j'ai coupé 2 semaines, j'ai coupé 3 semaines, j'ai coupé 4 semaines. Là on était déjà à 1 mois et je me disais, mince, syndrome de l'imposteur, comment je vais faire pour revenir ? Il va falloir que je me justifie de mon absence. Ça va pas, je suis pas prête à revenir. Puis je suis partie pendant 2 mois, 3 mois. Au bout du 3e mois, j'ai commencé à aller mieux. Je suis allée bosser à la boulangerie de mes parents pour un SMIC par mois, ce qui était l'équivalent de ce que je gagnais par post Instagram. Donc j'en faisais à peu près 6 à 10 par mois. Ça a été très dur, je ne vous le cache pas, ça a été très dur. J'ai
dû réapprendre la valeur des choses, la valeur de l'argent, la valeur du travail, du 35 heures. Et voilà, j'ai commencé ce cheminement, mais c'était pas pour moi le moment de revenir. Je voulais pas revenir, je savais pas si j'allais revenir. Je me disais, mais cette machine m'a tellement fait de mal psychiquement. Il y avait tellement de biais cognitifs, de perception. J'étais tout le temps dans une surenchère où, même si j'allais dans l'hôtel 4 étoiles le plus beau de Paris, et bah, si c'était pas comme dans le mood de mon feed Instagram, bah merde, ça n'allait pas en fait. Et je faisais la tête, je me disais, bah non, enfin, je veux mieux, j'ai pas la meilleure chambre, j'ai pas le balcon parisien. Et en fait, voilà, ça a été. Grosse remise en question, est-ce que j'y retourne, est-ce que j'y retourne pas? Et puis petit à petit, en fait, j'ai écrit, et je me suis dit, si tu reviens, Léa, faut que tu reviennes différemment. Il faut que les choses changent. Tu peux pas avoir 60 000 abonnés et continuer de faire la promotion du vide. Un truc aussi qui m'a vraiment mis une claque dans le visage, ça a été de me dire, j'ai 60 000 abonnés, je pars pendant 1 an, j'ai 25 messages de « Léa, ça va, t'es pas morte ?» Et là, je me suis dit « Waouh !» Donc en fait, quand on est un cintre, les gens ne s'attachent pas vraiment à vous. Vous êtes remplaçable, mais à une vitesse, c'est juste incroyable. Et c'est vrai que là, coup dans l'ego, coup de qui suis-je, plus qu'une anonyme qui bosse à la boulangerie de ses parents et qui est paumée. J'étais paumée. Donc voilà, j'ai beaucoup écrit et je me suis dit, si je reviens, j'essaie de faire changer les choses. J'ai fait une charte éthique. D'ailleurs, merci Pauline qui est dans cette salle et qui m'a aidée à la faire, où je me suis vraiment dit, redéfinis tes valeurs. Qu'est-ce que tu peux faire pour prendre en compte le bien-être de la planète, le bien-être de mes abonnés, mais mon bien-être à moi. Parce qu'aujourd'hui, je pense que, et ça, faut le mettre, faut le pointer du doigt, on parle de pense à tes abonnés, pense à la planète. Ouais, mais en fait, ça a un impact psychologique tel sur les créateurs de contenu, on décolle tellement, on va tellement haut, que c'est difficile de redescendre. Et donc, du coup, je pense qu'il faut aussi prendre en compte le bien-être du créateur de contenu pour qu'après, il puisse diffuser des informations qui sont plus sensées et qui ont un impact positif. Voilà. Donc, je me suis dit, voilà, reviens avec cette charte éthique. J'ai également fait une charte éthique qui encadre mes collaborations qui sont rémunérées. C'est une charte qui n'a pas valeur de... Elle n'a pas de valeur légale, mais je demande à ces marques de cocher ces affirmations. Il y a 10 affirmations. S'il y a moins de 5 affirmations qui sont cochées, je ne fais pas de partenariat parce que je ne prends pas le risque en fait, de bosser avec une marque qui fait du greenwashing. Voilà. Et ça, il y en a beaucoup. Donc voilà, charte éthique, redéfinition de mes valeurs, de mon positionnement. Et je suis revenue, je vous avoue, j'étais stressée à mort. C'était hyper compliqué. Je me suis dit, comment je vais faire pour parler à ma communauté qui aime la Léa, qui porte des fringues et qui montre juste son style, à la Léa qui en fait, est vulnérable, est hypersensible, a connu des épisodes dépressifs, qui va pas forcément bien tous les jours et en fait qui est tout le monde, quoi, qui va aux toilettes tous les matins comme tout le monde. Et qui n'est pas forcément la Léa que j'étais réellement, parce qu'il y a vraiment cette idée de mythe, quoi, de Léa Elisabeth, l'influenceuse qui allait au défilé Jacquemus. Super, génial. J'existais vraiment par rapport à ça, et je me suis dit, il n'y a pas de sens dans ce que tu fais. Pourtant, la DA, elle est là pour trouver du sens dans les idées, dans les concepts, mais là, il n'y avait plus de sens. Donc, remettre de l'humain et gérer cette approche, voilà, bien-être de la planète, de notre communauté et des abonnés. Merci beaucoup. Alors, on est un peu en retard sur le temps. Je pense qu'on reviendra à la fin, de toute façon, sur tout ce que vous avez dit. Je vous poserai une question à tous. On va passer, du coup, à Mohamed Mansouri. Justement, tu parlais un peu d'aujourd'hui, comment ça marche au niveau du monde de l'influence, la pression que tu peux avoir aussi par les agences d'influence ou les agents, etc., à faire du chiffre. Et du coup, toi, Mohamed, tu travailles à la RPP, qui est l'autorité de régulation de la publicité. Est-ce que tu peux nous dire un peu justement, toi, aujourd'hui, comment vous faites en sorte de faire transitionner les influenceurs, notamment grâce à votre certificat d'influence responsable? Je te laisse t'exprimer là-dessus. D'abord, merci de cette invitation. Je suis extrêmement heureux de prendre cette parole au milieu de cette table ronde et vos contributions toutes très qualitatives. Je suis extrêmement touché par ton témoignage et je serais ravi d'en savoir plus sur cette charte éthique. C'est vraiment quelque chose qu'on encourage vraiment chez les influenceurs en direct, puisqu'on communique de plus en plus avec les influenceurs. Alors l'ARP, en quelques mots, vous nous connaissez sans doute, on est une émanation de la profession publicitaire. Donc les marques, les agences, les médias, on existe et ce depuis plus de 80 ans, depuis 1935, prennent un engagement de respecter des règles déontologiques
Et je vous parle de marketing d'influence et du cadre légal et éthique de l'influence. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de manquements, beaucoup de dérives. Et on a une petite vidéo ici qui illustrera un peu ces dérives, et avec le certificat de l'influence responsable qui, au tout début, je ne sais pas si vous l'avez, oui. Sinon, c'est pas grave. Bon, je crois qu'on a un petit souci. Peu importe, c'est pas grave. Avec la vidéo, ouais, du coup, je te laisse continuer. Observation ne dérive comment au moyen d'un observatoire. L'observatoire de l'influence responsable, il y a à peu près 4 ans de ça. Le problème qu'on a vu venir, c'est celui d'abord de la transparence. Vous savez, c'est quand des influenceurs ne dévoilent pas l'existence d'un partenariat commercial. C'est une pratique commerciale trompeuse, hein. C'est puni par la loi, d'ailleurs, c'est une amende qui peut aller jusqu'à une sanction qui peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, le fait de ne pas révéler cette intention commerciale. Et on a voulu mesurer un peu cette transparence, et on s'est rendu compte que d'autres règles n'étaient pas respectées, notamment des règles en lien avec le greenwashing. Et donc ça a été l'occasion effectivement pour nous de se poser, de se dire quelles actions on peut mettre en œuvre pour sensibiliser déjà les créateurs de contenu, les influenceurs, à mieux maîtriser ce cadre légal, ce cadre déontologique, parce qu'il y a un cadre qui existe, qui encadre la publicité. Et le marketing d'influence, c'est rien d'autre qu'une autre forme de publicité. Et donc ce cadre, on a beaucoup de règles en France, beaucoup de normes. Et l'objectif de ce certificat, donc, c'était de transmettre ce cadre. Donc concrètement, c'est quoi? C'est un examen, hein, qui sanctionne un parcours d'apprentissage d'un peu plus de 2 heures. Et dans ce parcours, il y a toutes les règles qu'on va retrouver en lien avec le développement durable. Alors, quand on a une allégation environnementale, il ne faut pas qu'elle soit excessive, il ne faut pas qu'elle soit globalisante. Il n'y a pas de crème solaire qui protège les océans ou alors les coraux, ça n'existe pas. On ne peut pas employer l'allégation cruelty free, par exemple, pour un produit cosmétique, parce que les tests sur les animaux sont interdits depuis 2013. Donc c'est de la distinction abusive que de le revendiquer. On ne représente pas de véhicules sur des espaces naturels, de scènes de gaspillage ou autres. Et donc tout cela, on a souhaité vraiment aider les influenceurs à mieux maîtriser ce cadre. On mise énormément sur les exemples, les do's, les don'ts, hein, comme on dit dans le jargon. Et je ne sais pas si on peut passer quelques slides. Voilà, là, vous avez un petit aperçu du contenu de ce certificat. Donc là, typiquement, des véhicules sur des espaces naturels. C'est interdit aujourd'hui. On ne représente pas ce type de comportement, etc. Donc, bien sûr, ce certificat, à l'origine, je le disais, donc c'est sur la transparence. On s'est rendu compte que sur 30 000 contenus, un quart des contenus ne révélaient pas cette intention commerciale, donc taisait, donc volontairement ou non, à l'existence des collaborations. Mais surtout, on s'est rendu compte que ce taux de manquement, il explosait chez les petits influenceurs de moins de 10 000 abonnés. En revanche, chez les gros abonnés de plus d'1 million, il descendait à 12%. Donc c'est là où la profession s'est dit, eh bien, il y a sans doute un enjeu pédagogique, et cet enjeu pédagogique, on va l'adresser avec ce certificat. Certificat qui est de plus en plus imposé par les marques. Donc on a des marques maintenant qui l'imposent, parce qu'il va de leur responsabilité aussi. Il y a plusieurs situations. On va avoir le cas de l'influenceur qui ne veut pas révéler l'existence d'un partenariat, simplement parce qu'il a peur que son audience se détourne de lui, en fait. Et d'autres situations où la marque ou son agence vont demander à l'influenceur de ne pas révéler aussi le partenariat. Tu as connu les deux? Oui. Et ça, c'est un vrai problème de pratique commerciale trompeuse. Aujourd'hui, dans les pratiques commerciales trompeuses, il y a aussi celle du greenwashing. Et donc, c'est aussi au regard de ce nouveau cadre qu'on vérifie la conformité des pratiques. On espère vraiment observer une amélioration au fur et à mesure de ce certificat qui tend à monter. Alors, bien sûr, les marques le savent bien. C'est un moyen aussi pour elles de faire remonter dans leur politique RSE le fait de prioriser des partenariats avec des influenceurs qui ont été sensibilisés à la transparence, à la lutte contre le greenwashing, à la lutte contre les stéréotypes sexistes, à la protection des enfants. Les règles sont nombreuses, et les règles aussi transversales, comme tu parlais du tabac tout à l'heure, la loi E20 par exemple, il y a des partenariats qui se font avec des alcooliers. Alors il y a un cadre qui est extrêmement strict et qu'il faut respecter. Pareil pour les produits cosmétiques, pareil pour le CBD aussi, on a de plus en plus c'est un secteur qui croît. Donc voilà, ce sont des règles qui sont là, qui sont aujourd'hui sanctionnées aussi par un jury de déontologie publicitaire que vous connaissez peut-être. Donc si vous-même étiez
choqué par une publicité ou estimé qu'il y avait du greenwashing, vous pouvez toujours saisir un jury de déontologie publicitaire qui est indépendant, qui est aujourd'hui présidé par des magistrats, présidé et vice-présidé par des magistrats de la Cour de casse et du Conseil d'État. Et la sanction, c'est celle du name and shame. Donc on fait une forme de name and shame, enfin le jury en tout cas, en publiant une décision en disant voilà, telle marque n'a pas respecté les règles déontologiques. Attention, pas le cadre légal, parce qu'il y a les tribunaux pour ça. Donc voilà, dans les grandes lignes, les actions qui sont en ce moment mises en œuvre par la profession au sein de ce dispositif qui est de plus en plus ouvert à la société civile, puisqu'on a un conseil paritaire de la publicité qui regroupe professionnels et consommateurs et associations environnementales. Et le conseil d'administration de l'ARPE est d'ailleurs ouvert à un 4e collège qui représente donc la société civile. Donc un dispositif qui s'ouvre, un dispositif qui prévoit des sanctions et un dispositif qui fait aussi de la pédagogie à ses mandants et à la profession. Merci beaucoup. Du coup, on parlait justement de toutes les techniques qu'il pouvait y avoir et toutes les différentes actions qu'on pouvait mener auprès des influenceurs pour les pousser à changer leur comportement. Finalement, est-ce que la réglementation, la législation, c'est pas une méthode finalement la plus facile et surtout la plus, on va dire, neutre, entre guillemets, pour faire en sorte que tout le monde soit à la même enseigne et que tout le monde justement doive régler certaines règles. Peut-être par exemple devoir être obligé de mettre l'empreinte carbone du produit ou du service vendu, ce genre de choses, ou alors peut-être même interdire certains partenariats avec certaines marques, peut-être de fast fashion, etc. Toi, Laetitia, aujourd'hui, donc du travail, tu es co-gérante de l'agence Nowadays, co-créatrice même. Justement, l'idée pour toi, c'est de construire des stratégies d'influence éthique. Alors aujourd'hui, tu le fais de ton propre chef sans justement qu'il y ait de réglementation. Pourquoi ça te semble important aujourd'hui et est-ce qu'il y a justement la possibilité d'être une agence d'influence, une agence d'influenceurs éthique aujourd'hui? Alors, grande question. Merci déjà pour l'invitation. Donc, pour me représenter rapidement, je suis Laetitia Mattioli. J'ai fondé Nowadays Agency et on aide des créatrices éthiques à développer leur influence sur le web. Et c'est vrai qu'on a intégré une réflexion sur comment concevoir des stratégies d'influence marketing éthique. Donc déjà, ici, je pense qu'il faut un peu revisiter l'ensemble des étapes pour concevoir une stratégie d'influence marketing éthique. Donc si on peut les résumer en 3 grandes étapes, on va voir comment définir ses objectifs, comment bien sélectionner ses influenceurs et comment imaginer ses mécaniques de campagne. Donc déjà, dans la définition des objectifs, je pense qu'il faut reformuler les indicateurs de performance. Parce qu'aujourd'hui, les indicateurs de performance sont majoritairement calculés en fonction de la performance commerciale. Alors que potentiellement, on peut avoir des indicateurs de réussite qui ont un meilleur impact positif sur le monde. Par exemple, donc, les indicateurs en communication d'influence qui sont basés sur la performance commerciale, ça va être le chiffre d'affaires généré par la campagne ou le nombre de codes promo utilisés. Ok. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir de nouveaux indicateurs comme le nombre de nouveaux donateurs à une association suite à une campagne d'influence marketing, par exemple, ou le nombre de contenus créés qui ont un impact positif. Donc ici, on a cette réflexion sur une redéfinition des objectifs et des indicateurs de performance. Ensuite, comment sélectionner ces influenceurs? Donc ici, déjà, c'est vraiment bien qu'on puisse avoir ce cadre où les influenceurs et les marques vont pouvoir avoir ce certificat de l'influence responsable et pouvoir suivre aussi des directives éthiques. Aussi, ici, on va pouvoir aller vers des personnalités qui sont déjà engagées dans une transition écologique ou qui ont déjà intégré ces enjeux dans leur ligne éditoriale. On va pouvoir aussi réfléchir à comment rendre désirables les messages de communication éthique à des influenceurs qui ne l'ont pas intégré dans leur ligne éditoriale. Et également, moi, ce que je rajouterais aussi, c'est essayer de voir des stratégies d'influence en termes de programme ambassadeur, dans le sens où on va réfléchir aussi à différentes typologies dans les influenceurs et on va aussi engager par exemple
les clients d'une marque, les partenaires et les employés de cette marque, parce que finalement, pour moi, c'est les premiers influenceurs d'une entreprise. Et la troisième étape, ça va être donc comment réfléchir à concevoir des campagnes éco-responsables. Ici, c'est là où est tout l'enjeu, parce qu'il faut essayer de réduire l'impact écologique des campagnes de communication, et notamment des campagnes d'influence marketing. Ici, donc, bien sûr, on évitera de proposer des voyages de faire gagner des voyages en avion à l'autre bout du monde à une communauté. Donc voilà, ça on évite. Bien sûr, c'est un peu évident. Mais je pense qu'il va y avoir aussi comment on fait pour réduire l'impact carbone d'une campagne de communication. Il y a une réflexion aussi peut-être sur l'impact carbone et aussi tout ce qui est éthique et écologique. Il y a une réflexion sur le ciblage, peut-être essayer d'avoir un ciblage plus local et plus précis. On va aussi avoir des questionnements sur comment réduire la pollution du numérique. Comment faire en sorte qu'on conçoive de manière éco-conçue des contenus, par exemple, qui vont avoir un plus faible impact carbone sur le web. Donc voilà, tous ces questionnements-là, pour moi, pour conclure sur justement comment faire une stratégie d'influence marketing plus responsable et plus éthique, ça va se passer donc une meilleure définition des objectifs, une meilleure sélection des relais d'influence et également comment éco-concevoir des stratégies, les mécaniques de campagne et de collaboration. Pour moi, donc, il faut remettre au centre de la réflexion une collaboration qui a du sens et arrêter de envisager les influenceurs comme des espaces publicitaires. Merci beaucoup. Est-ce que tu es en contact avec des agences un peu plus classiques, justement, qui n'ont pas du tout de critères éthiques? Est-ce que tu sais si, justement, ça rentre un peu aujourd'hui dans leur scope de réflexion ou pas du tout? Si, je pense qu'aujourd'hui, tout l'écosystème de la communication est en train de se questionner sur, justement, comment on peut avoir plus de sens et avoir plus d'impact, justement, dans ces conceptions de campagne d'influence. Je pense que c'est vraiment en train de bouger. Et même, je le vois parce que en dehors de mon activité chez Nowadays, j'enseigne dans plusieurs écoles et universités. Et en fait, je le vois au niveau des nouvelles générations de communicants qui arrivent, donc qu'il y a vraiment ces réflexions sur justement comment on peut aussi avoir un impact et réfléchir à des nouvelles solutions. Parce que c'est vraiment pour moi, dans le cadre de l'enseignement et de la pédagogie, qu'on arrive à se questionner et à trouver des nouvelles solutions. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on est dans un cadre professionnel, enfin dans un cadre d'entreprise, pardon, où là on a plutôt des objectifs de rentabilité. Donc on ne peut pas en fait avoir forcément ces questionnements. Et pour moi aussi, ce qu'il faut, c'est repenser peut-être la définition de l'influenceur. Parce qu'aujourd'hui, comment on définit un influenceur? On définit un influenceur, c'est un leader d'opinion qui collabore avec des marques pour faire leur promotion. Sauf qu'on voit qu'ici, il y a un biais économique. Moi, j'essaierais d'apporter une nouvelle définition où, en fait, un influenceur, c'est un leader d'opinion qui collabore avec des marques pour avoir un impact positif sur le monde. Et là, rien qu'en redéfinissant ça, on va vers une influence, je pense, plus éthique et responsable. Merci beaucoup. On va bientôt passer aux questions du public. Peut-être juste un mot chacun. Donc, vous avez chacun un angle différent et une vision différente. Vous êtes chacun acteur différemment dans le monde de l'influence. Comment aujourd'hui ça peut devenir justement un sujet, cette transition écologique du monde de l'influence, selon vous vous pouvez vous exprimer sur aussi tout ce que vous n'avez pas forcément pu dire juste avant. Voilà, comment ça pourrait devenir un sujet aujourd'hui vis-à-vis de votre vision personnelle, de votre angle d'attaque personnel de l'influence? Alors moi déjà, je pense que c'est vraiment... la transition des marques et des influenceurs passe par la pédagogie et le questionnement, et également grâce à des cadres qu'on peut proposer. Et donc voilà, avoir vraiment toutes ces réflexions-là en discussion et à travers un cadre aussi pédagogique et de transmission.
Alors la pédagogie, oui, bien sûr. Et surtout, avant d'être un professionnel, on est d'abord un citoyen. Et ne serait-ce on a tous notre rôle à jouer en tant que citoyen. Et ça, il faut l'intégrer nativement, by design en anglais, et même dans nos métiers au quotidien. Et œuvrer, intégrer que c'est vraiment... c'est être aligné avec soi-même finalement, que d'œuvrer pour une influence éthique et responsable. Et ça doit être l'affaire de tous, bien sûr des entreprises, des plateformes. On n'a pas parlé des plateformes, mais elles ont un rôle indéniable à jouer, au-delà des marques et des influenceurs et de leurs agents. Mais aussi en tant que citoyen, on a tous... donc voilà, je pense mettre le citoyen au cœur de nos actions, y compris donc cette mise en abîme. Bon alors, je sais pas, mais c'est vrai que le fait d'inclure forcément les marques à chaque fois chez les influenceurs, je trouve ça un peu triste. Enfin, je vois pas forcément les influenceurs que comme des vitrines. Justement, c'est un peu contre ça que je me bats. D'où le fait aussi que dans ma charte, je limite drastiquement la quantité des partenariats parce qu'en fait, je trouve ça dingue qu'on doit forcément faire de la pub à chaque poste. Également, en fait, par rapport à comment faire bouger ces influenceurs, on est tellement dans un monde d'égo où justement il y a le biais économique que si on leur présente pas les intérêts comme aujourd'hui, je suis encore en transition parce que ma communauté est en train de se faire de se trier. Ils ont remarqué que j'avais changé. Il y en a certains qui n'ont sûrement pas remarqué qu'il y a eu des petits changements. Mais c'est vrai que je remarque que je crée des liens beaucoup plus forts avec ma communauté. Je remarque que mon engagement monte. Je remarque que mon discours a un impact positif parce que j'ai beaucoup de retours par message. Donc en fait, je pense que pour convaincre les influenceurs de commencer à évoluer, il faut commencer à leur présenter les intérêts et les gains qu'ils peuvent avoir et non pas forcément cibler sur la perte. Parce que d'être dans la dénonciation constamment, on va toucher leur ego, on va toucher leurs contradictions. On va se retrouver face à une vidéo où Lana dit « Oui, mais vous comprenez, moi, ça me fait vraiment plaisir d'offrir un voyage à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se le payer. » Donc, c'est pas comme ça qu'on va les faire changer. Par contre, ce qui est intéressant avec cette stratégie de dénonciation, c'est que là, on commence à faire bouger les foules, les communautés, se rendre compte que « Ah putain, je suis cette personne-là, mais en fait, effectivement, c'est bizarre, elle fait vraiment des trucs qui sont pas forcément très sains pour la planète et elle-même et sa communauté. » Donc c'est vrai que voilà, elle est sur une stratégie de voilà ce que tu peux gagner en faisant ta transition. Et enfin, et on en a la preuve ce soir, et ça me fait très plaisir, je pense que pour vraiment pousser cette transition, il faut absolument créer des collectifs. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'ARP, que j'ai découvert il y a quelques mois. Ça fait des mois que j'aimerais vous envoyer un mail, je n'ose pas le faire. J'aurais dû, mais c'est vrai qu'en fait, je me rends compte qu'on est chacun là à dire « Hey les gars, il y a quelque chose qui ne va pas », mais on reste dans notre coin. Et je suis persuadée que de créer un collectif d'influenceurs plus conscients, parce que la matrice, elle est là, il faut changer, il faut faire bouger les choses aussi de l'intérieur, et souvent, les règles. Et c'est vrai que voilà, j'apprécie ce certificat, mais j'aimerais bien qu'on en parle par la suite si c'est possible. Je me rends compte que c'est très limitatif et très restrictif et qu'on est plus sur l'évaluation des pertes. Et vous dites ça à quelqu'un qui gagne sa vie par rapport à ça, il va vous dire bah non, j'ai pas envie de changer, moi je gagne trop d'argent, j'ai trop d'intérêt à changer. Donc voilà, j'aimerais vraiment, et c'est un peu mon souhait pour 2022, qu'il y ait un collectif d'influenceurs conscients qui commencent en fait à échanger et à se dire bon les gars, qu'est-ce qu'on peut faire pour que petit à petit, dans nos contenus, sans forcément dénoncer, mais introduire une nouvelle façon rêvée, désirable de consommer, de consommer, mais au-delà de consommer, de prendre la parole. Et pas forcément sur une... Tu parles de transition écologique, on parle ce soir de transition écologique, mais encore une fois, la transition, elle est globale. On est là pour l'intérêt de la planète, mais si demain, il n'y a plus d'humains sur cette planète, en fait, j'ai envie de vous dire, ça sert à rien. Donc, il faut prendre en compte tout cet écosystème pour vraiment faire une transition globale et qui va se faire, je l'espère. Enfin là, en tout cas, ce soir, c'est la démonstration que les choses bougent et vous imaginez pas comment ça me fait trop plaisir. Voilà. Donc, C'est hyper important ce que tu viens de dire. On l'a remarqué nous-mêmes, dans l'établissement de ce cadre, il y a une partie prenante qui manque autour de la table, c'est une représentation des influenceurs. Alors bien sûr, c'est extrêmement hétéroclite. Influenceur, ça veut rien dire, c'est créateur de contenu, micro, KOL, on l'appelle comme on veut, mais il n'y a pas de représentation suffisamment... il n'y a pas d'entité représentative. Et ça, c'est terrible de décider de règles sans cette partie prenante, sans laquelle il n'y a pas de marketing d'influence. Et on espère vraiment pouvoir y aboutir par le biais de ce genre de rencontres, quoi. Du coup, je suis le bad cop, c'est ça.
Je suis assez d'accord avec tout ce qui se dit. Après, il y a une deadline à un moment donné aussi. C'est que dans un monde où on aurait des milliers, des centaines d'années, trop cool, super partante pour qu'on prenne tout ce temps-là, tout ça. Factuellement, on est en train déjà de dépasser, pardon de le dire, hein, mais je pense que tout le monde doit être au courant, des limites planétaires qui font qu'on menace très sérieusement les conditions de vie sur Terre. Et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est très rarement ces influenceurs, influenceuses et nous aussi d'ailleurs, hein, qui faisons partie du top 3% des plus riches de la planète, qui payons les conséquences. Et c'est là où du coup, peut-être je nuancerai un petit peu tout ça, c'est se dire que le week-end dernier, j'étais avec Vanessa Nakate, des activistes d'Ouganda qui sont en train de se prendre une pipeline sur la tête fait par Total pour payer nos déplacements en jet ou ailleurs, et qui en fait sont en train d'avoir des milliers de personnes qui voient qui doivent quitter leur village pour que Total construise son éléoduc chauffé, que c'est en train d'émettre 7 fois les émissions de l'Ouganda chaque année, et qu'il y a 40 millions de personnes dont leur sécurité alimentaire est menacée s'il y a juste une seule fuite dans le pipeline. Donc en fait, il faut remettre toujours les choses en ordre de grandeur et penser un peu plus grand que soi-même. Et peut-être que je suis naïve, mais je crois vraiment dans la capacité de l'humain, quand il a accès à la connaissance, à se dire à un moment donné, oui, je vais perdre un peu d'argent, oui, machin, mais merde, quoi. Enfin, on parle de gens en face de vous qui sont en train de mourir. On parle, désolé, mais il faut aussi être capable de se dire, est-ce que ça suffirait pas à ce qu'on se bouge? Et moi, je pense que oui. Je pense que pour faire ça, il faut informer, il faut le faire intelligemment, il faut toucher, et la science peut être très touchante si on sait y mettre la forme. C'est pour ça que je m'embête à faire du cinéma et à essayer de faire de l'art. On était devant Total, donc avec ces activistes, on a dit tous les chiffres que je vous ai dit, on a discuté avec, oui, quelque part. On a débattu avec des employés de Total qui sont venus nous voir, on a fait du lobbying auprès des banques pour qu'elles ne les financent pas, on a activé ce rapport de force, mais on a aussi dansé, on a aussi fait une installation artistique immense, utilisé des photos, utilisé quelque chose qui va peut-être toucher différemment d'autres personnes, mais qui va toujours avoir la même racine, c'est de sortir de cette logique, de ce paradigme de qu'est-ce que individuellement je gagne ou je perds, comment est-ce que je peux garder mon business as usual et juste quelque part je dirais, rendre ça compatible un petit peu, comme si juste on repeignait un petit peu envers les murs de notre maison et se dire comment est-ce qu'elle va un peu mieux se fondre dans le paysage, mais se dire qu'il faut qu'on change drastiquement la maison. C'est nul comme métaphore, mais vous avez l'idée. Et c'est en fait dans cette logique-là qu'on doit être, non pas que ça me fasse plaisir, mais parce que c'est factuellement ce qu'on doit faire si on veut se donner une chance en fait d'y arriver. Donc voilà, c'est peut-être juste rappeler ça, et je fais ce rôle-là de bad cop, mais c'est parce que il faut qu'on sorte de cet imaginaire de dire c'est quelque chose qui sera pour nos générations futures, dans un monde qu'on doit mettre en place aujourd'hui pour demain, etc. Non, il y a déjà des gens ailleurs à l'autre bout du monde, et aussi en France, qui vivent les conséquences du dérèglement climatique de manière très sévère, et rien que ça, ça mériterait pour moi qu'on fasse chacun et chacune tout ce qui est en notre possibilité, tout ce qui est notre possession, qu'on mette tout notre temps et notre énergie à voir le monde à travers ce paradigme-là. Et pour moi, c'est ça, être activiste. C'est pas forcément aller dans les marches climat, faire du lobbying, aller dans des ads. Ça peut être ça, mais ça peut aussi, si c'est la direction artistique, si c'est quelque chose de créer un nouvel imaginaire, si c'est de faire rêver, si c'est de faire du journalisme, c'est de faire ça. Donc, dire aux influenceurs et aux influenceuses, vous êtes créatifs, et utilisez votre putain de créativité pour donner envie à tout le monde de se bouger, mais genre vraiment maintenant et vite, quoi. Voilà. Pas facile de passer après un tel discours. Ça aurait été un beau mot de conclusion aussi. Camille, tu es très optimiste. C'est ce qui te meut probablement et qui te permet de t'activer justement autant. Malheureusement, moi, je suis presque un peu plus pessimiste. J'ai du mal à croire en la capacité de chacun à se projeter dans autrui et auprès de ses problèmes. Et ça me fait un peu trembler de le dire, mais c'est des visions différentes des choses, et c'est à chacun d'avoir son avis là-dessus. Pour moi, la solution, mettre encore une bonne fois pour toutes les gens devant le nez devant le projet ICOP dont parle Camille, à la Défense, le projet Total, manifester, etc. Ça a un impact, ça fait réaliser, moi j'en ai entendu parler. Le film Don't Look Up, c'est une super production Netflix qui cartonne, ça fait réaliser aux gens des choses.
Je pense néanmoins que le fait pour que chacun mette en toute son énergie, sa créativité, son temps au service de la lutte contre le dérèglement climatique, il faut valoriser aussi, il faut être conscient des efforts que chacun peut consentir à un moment donné. Et on devrait évidemment consentir 100% de nos efforts à cette fin, mais qui y est prêt? Et c'est là où l'optimisme ou le pessimisme vis-à-vis de l'espèce humaine joue. Et je suis peut-être plus machiavélique au sens strict du terme de ce point de vue-là. Taper à l'image, taper au portefeuille, je le réitère, sont pour moi deux des choses qui vont faire que chaque degré, parce que quand on a dépassé 1,5 degré, l'objectif suivant, c'est pas 2 degrés, c'est même pas 1,6 degré, c'est 1,51 quoi, ou 1,501. Donc, pour faire en sorte que chaque tonne de CO2 émise soit prévenue, au contraire, ne soit pas émise, ça vaut le coup d'aller taper, d'aller chercher chaque petit pas. Ça vaut le coup d'agir sur l'image et sur le porte-monnaie. Et pour agir sur le porte-monnaie, il y a des moyens concrets de faire ça avec la subvention. Si la SNCF demain a 50 millions d'euros à consacrer chaque année au budget d'opérations d'influence, ils peuvent sponsoriser des influenceurs pour les inciter à prendre le train et qu'eux vivent quand même de leur activité. Si la SNCF, l'État subventionne des assos écolos, je le dis directement, mais même Greenpeace, pour que Greenpeace fasse du lobbying, pourquoi pas, auprès des influenceurs. Taper à l'image aussi, dans l'éducation, en subventionnant des productions culturelles dont on a parlé, inventer des récits, des films, permettre ces happenings, ces expositions. Dans l'éducation, on parlait d'ordre de grandeur, enseigner à l'école les ordres de grandeur, les puissances, les tableaux, vous vous souvenez des tableaux de conversion dans un mètre cube, il y a 1000 litres d'eau, etc. Enseigner ça avec des ordres de grandeur climatiques. Non, ça ne sert à rien de trier ses déchets si on fait un aller-retour en avion. Ce n'est pas le même ordre de grandeur, ça ne compense pas. Parler de mettre à jour la compensation carbone comme étant une exemption un peu fallacieuse, une manière de la casuistique, de transiger avec sa conscience. Taper à l'image avec les labels, comme on le disait, d'un côté, un côté incitatif, c'est-à-dire la validation sociale. Super, je suis validé parce que j'agis bien. Valider aussi de l'autre côté, invalider, punir, avoir l'opprobre qui est jeté sur des influenceurs. Ça peut être par le shitstorm, et le shitstorm c'est injuste, parce que le shitstorm c'est quelqu'un qui se prend un moment dans la tronche, tout ce que d'autres méritent aussi, une responsabilité qui est collective. Et c'est super dur pour connaître des gens qui l'ont vécu, c'est terrible, mais je peux vous dire qu'on ne s'y reprend pas 2 fois après. Ne pas inciter pour moi à la pureté militante. Que quelqu'un parle de fast fashion et se mobilise sur le sujet, mais du mal encore à rompre avec les voyages, c'est moins bien que ce qu'il faudrait, mais c'est mieux que rien. C'est mon discours. Merci beaucoup. Du coup, tu veux rebondir? Ça va être très rapide. C'est juste par rapport justement à cette idée de transition encore chez les influenceurs. Comment est-ce qu'on peut finalement accompagner toutes et tous cette transition? En fait, j'aimerais juste faire appel à la bienveillance de chacun. Parce qu'encore une fois, comme tu dis, les pas se font, les transitions se font. Je me considère encore en transition parce que clairement, je suis loin d'être parfaite. Même dans la vie de tous les jours, même si j'essaye de faire tous les jours des petites choses qui font de moi, je l'espère, une meilleure personne, je ne suis pas du jour au lendemain devenue toute blanche. Et j'en appelle à la bienveillance parce que il va y avoir des transitions qui vont être faites, mais la peur aussi des créateurs de contenu là, ils ont peur de faire leur transition parce qu'ils ont peur aussi d'être pointés du doigt en disant « Ah oui, donc toi, en fait, tu as redéfini tes valeurs, tu parles de charte éthique, par contre, tu prends l'avion ou tu… » Voilà, et en fait, je pense qu'il y a des comportements qui sont contradictoires. Et cela, il faut faire attention parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont avoir peut-être un certificat et puis demain faire une publication qui n'est pas identifiée comme rémunérée. Mais voilà, j'en appelle à la bienveillance de chacun pour accompagner cette transition chez les créateurs de contenu. Et là, je parle des abonnés parce que voilà, ça peut être un frein vraiment pour chaque influenceur de se dire demain, si je ne suis pas parfait, en fait, on va me pointer du doigt et je vais me dire et je vous le dis parce que je le vis à l'heure actuelle. On a toujours peur en fait des représailles, de dire en fait t'es pas forcément 100% aligné avec ton discours, mais c'est juste on fait de notre mieux, on sera pas parfait,
Mais comme tu disais, Jules, voilà, je pense qu'il faut quand même encourager ces démarches de changement qui se font petit à petit, même s'il faudrait effectivement peut-être changer du jour au lendemain, du tout au tout. Mais je suis peut-être aussi pessimiste par rapport à ça parce que je ne pense pas que ce soit réellement possible en tout cas. Donc voilà. Ouais, ça nous le rend possible en fait. Enfin, c'est pas un truc qui va arriver comme ça, bam, le monde change, genre on décide ou pas. Enfin, vraiment, c'est aussi ce truc de on a toujours un peu voulu nous déresponsabiliser de tout en fait, et c'est se dire est-ce que ensemble là on décide qu'on s'y met sérieusement, et ça veut pas dire tout comprendre tout de suite par cœur de ce qu'il faudrait que tu fasses exactement, mais c'est te dire je le fais. Enfin, en fait, c'est un mensonge qu'on arrête de se faire à soi-même quoi. C'est se dire, est-ce que quand je sais quelque chose, je décide de le faire vraiment ou pas, et c'est tout. Et c'est juste ça, s'arrêter de se mentir collectivement et à soi-même. Et je pense qu'on vit dans un sacré mensonge, et qu'il faut qu'on soit capable de se réveiller un peu et de se dire, ok, là, on regarde la vérité dans les yeux, on assume de le faire. C'est flippant, c'est vertigineux, mais finalement, et c'est pour ça que tu dis, je me sens pas très optimiste, mais je pense que je suis profondément heureuse parce que j'ai pas peur de regarder ce qui se passe, quoi. Et pour autant, je me plante tout le temps, je suis loin d'être parfaite. On sera toujours aussi le truc à comprendre. Je finis là-dessus, pardon, mais c'est juste que moi, ça va beaucoup mieux à partir du moment, et c'est facile à dire, hein, mais je suis quand même hyper sensible aussi. Et c'est de me dire que dès que j'ai décidé de m'en foutre un peu en fait du regard juste des gens. Et quand on n'existe que par ça, évidemment qu'en fait, on sera toujours le trop de quelqu'un et le pas assez de l'autre. Si ça peut te rassurer, moi qui peux être considérée comme plus radicale que toi dans mes actes, je suis considérée par certains comme absolument pas assez radicale, et je me prends pour une même action devant Total. Je devais me justifier auprès des gens qui me disaient oh là là, mais quand même on touche, tu vas mettre du faux pétrole sur le visage, c'est hyper, tu te rends compte quand même, c'est agressif, c'est dur, et des gens qui disent mais attends, vous allez danser, mais vous allez faire un flash mob quoi. Enfin, et du coup en fait pour le même truc je dois négocier avec, donc on ne plaira jamais à tout le monde, et tant pis parce qu'on n'est pas fait, enfin c'est pas ça qui marche, on embarque des gens avec nous quand on est nous-mêmes. Et du coup, je pense qu'à tous les influenceurs, influenceuses et vous tous, en fait, soyez intransigeants avec ce que vous pensez. Et à partir de ce moment-là, vous allez embarquer plein de gens avec vous. Et vous allez voir que ça peut être beaucoup plus rapide que ce qu'on pense, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Et que du coup, peut-être que le meilleur est à venir. Et que non, c'est pas, l'être humain n'est pas comme ça, bon ou mauvais, n'est pas incapable à changer, égoïste, individuel. On est ces êtres humains, en fait. C'est pas genre un concept flou, on est. Donc si nous, on est mieux, c'est mieux, quoi. C'est plus à nous de le faire, du coup. Merci beaucoup. On va finir sur ces mots. Du coup, vous pouvez tous les applaudir. Merci beaucoup à vous tous. Je vous demanderai de les applaudir bien fortement, encore une fois. Merci beaucoup. Je pense qu'énormément de choses ont été dites. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, on est dans une urgence extrême vis-à-vis du climat. Il faut absolument passer à l'action. On a besoin bien sûr des influenceurs, mais de manière générale de toutes les forces vives dans la société. On va passer du coup aux questions maintenant. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Bonjour. Oui, c'est bon. Moi, j'avais juste une question pour mademoiselle. Tu disais tout à l'heure que voilà, il y avait une prise de conscience, notamment au niveau de la communication, sur les façons de fonctionner, sur le fait de remettre du sens au milieu de tout ça. Moi, je me pose sincèrement la question et j'ai encore du mal parfois à me dire que cette remise au milieu du sens et de l'éthique, elle n'est pas faite à des fins qui ne sont pas réellement éthiques et qui sont en fait finalement juste pour mieux amadouer le consommateur. Et j'ai toujours un peu de mal à finalement, et je crois que c'est un peu la difficulté pour tout le monde, de faire un peu le tri entre ceux qui le font vraiment et qui le font vraiment bien et ceux qui continuent de le faire à des fins marketing et publicitaires. Et voilà, je voulais un peu ton avis sur ça et si tu pouvais... Alors oui, effectivement, très important, je pense, la question du greenwashing, des marques qui vont utiliser des messages green pour pouvoir se redonner une image alors qu'elles font n'importe quoi. Effectivement, c'est un questionnement qu'il faut remettre en centre. Et c'est pour ça que, en tout cas, moi, en tant qu'agence, j'ai
un positionnement où je ne travaille qu'avec des projets à impact et positif. Il y a ça, et aussi je pense que donc, dans la conception des stratégies de communication et donc d'influence, il faut repositionner au niveau du branding et plus au niveau de les performances commerciales ici. Mais dans ce branding, il faut vraiment se questionner par rapport aux valeurs. Et les valeurs, ce n'est pas quelque chose qu'on dit, c'est quelque chose qu'on fait dans ses actes et ses actions. Et donc, il faut que ce soit cohérent avec les valeurs de marque, c'est-à-dire les actions qu'elle entreprend au quotidien dans la réflexion sur comment concevoir ses produits, comment les distribuer, quel prix, etc. Enfin, tout son marketing, en fait. Et être en phase avec ces valeurs qu'elle applique dans son marketing et pouvoir intégrer donc, les influenceurs dans ces positionnements de marque, en fait. Et aussi, donc, pour réfléchir à comment mesurer l'impact, avoir aussi, plutôt mesurer sur ces indicateurs de positionnement de marque, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va en prendre 2 maximum. Je vois, il y avait le... Ouais. Merci, bonjour. Alors, l'ancien patron de l'AFP disait récemment qu'on est passé de médias de masse à masse de médias. Donc, juste pour l'image, donc effectivement, avant, on avait quelques journaux, tout le monde les lisait. Maintenant, c'est éparpillé à travers tout le monde, notamment les influenceurs, où certains s'informent carrément via l'influence. Et donc, je ne suis pas journaliste, mais les journalistes ont des obligations déontologiques, ils ont des équipes, ils ont des fact-checkers, etc. Et l'influenceur, je ne veux pas opposer les deux, néanmoins, il a beaucoup moins de moyens. Tout le monde ne peut pas, comme bon pote, travailler avec le CNRS, par exemple. Le CNRS ne va pas parler à tous les influenceurs. Donc, comment on fait aujourd'hui pour que, et c'est très bien ce que vous voulez faire, etc., mais pour aller plus vite, pour que l'influenceur ne tombe pas dans les pseudo-solutions qui nous semblent bien, mais qui ne sont pas backées scientifiquement, qui ne sont pas des bonnes solutions, ou au pire, qui ne sont mauvaises, et pour que ce soit, que ce soit de bonnes solutions, que ce soit des bons influenceurs, mais avec des moyens. Je vais répondre sur la partie communication commerciale, non pas sur l'influence organique. Pour cela, c'est un marché, le marketing d'influence, qui croît. C'est 9 milliards de dollars selon une étude qui date d'il y a 2 ans. Les marques l'ont bien compris, elles l'activent, c'est un levier qui est efficace, efficient. Et le seul moyen pour avoir une influence de qualité sur cette partie-là, en tant que vecteur émetteur de communication commerciale, eh bien, c'est la maîtrise de ce cadre légal et l'alignement des cadres entre un média et un influenceur. Les règles sont les mêmes. Donc, il faut cette uniformité d'application des règles avec les mêmes sanctions. Si elles ne sont pas respectées. Qui n'existe pas encore aujourd'hui ou... Bien sûr, ce cadre, il existe. C'est le cadre légal et déontologique des communications commerciales. Et autant un média qu'un influenceur sont censés respecter ce cadre. Simplement, côté influenceur, il y a un vrai enjeu pédagogique qui fait que ce cadre, il n'est pas du tout maîtrisé. Et donc, ça passe par une pédagogie. Je ne sais pas si je réponds à votre question, en tout cas sur la partie... Oui, mais sur la partie commerciale. Mais dès lors que c'est un influenceur, par exemple, totalement écologique, voilà. Et donc il n'y a pas d'argent derrière... Je pense qu'il y a le complément... Voilà. Contacter les ONG, il y a des milliers de personnes, enfin des milliers, peut-être pas des milliers, mais beaucoup de gens qui sont vraiment prêts à faire ça, qui sont prêts à répondre, qui ont la connaissance. Informez-vous aussi, c'est comme sur le féminisme, on ne va non plus juste tout attendre que tout nous tombe comme ça dessus. Il faut évidemment essayer de se renseigner parce qu'à partir du moment où vous tombez un peu dans la soupe et que vous vous renseignez par vous-même, ce sera d'autant plus fort parce qu'après vous aurez encore les infos et vous allez embarquer toute votre audience dans votre cheminement. Ça, c'est trop cool. Mais vraiment, n'hésitez pas quand vous avez un doute sur un post, une prise de parole sur un truc, de faire fact-checker. Moi-même, je fais toujours fact-checker ce que je dis auprès des scientifiques ou auprès d'ONG, auprès en fait, tout le temps. Donc faites-le et vraiment, je pense que vous serez super bien accueillis si vous êtes dans cette démarche-là, d'aller demander. Je sais que par exemple à Greenpeace, mais Alternativa, c'est pas trop leur créneau, mais ils peuvent le faire. Par exemple, sur le bien-être animal, etc., L214, ils font beaucoup ça aussi. Et il y a des community managers dans ces ONG qui se font un plaisir et qui le font déjà. Moi, je l'ai fait pour beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses de
leur écrire des vidéos même, de fact-checker des trucs, parce que je sais que c'est une manière totalement anonyme de le faire, mais de m'engager là-dedans parce que je sais qu'ils vont avoir 4 fois, 5 fois mon audience. Donc n'hésitez pas à vraiment demander en fait de l'aide et à assumer qu'on ne peut pas tout savoir, tout connaître. Je pense que vous serez bien mieux reçus que ce que vous imaginez vraiment. Donc n'hésitez pas à demander. Voilà. Je veux juste dire un mot par rapport à ça. Je pense que moi, j'ai un média qui s'appelle Le Crayon, qui est un média de débat d'idées en ligne, et je ne suis pas journaliste pourtant, donc je me sens assez concerné par ce que tu dis. C'est un vrai enjeu, hein. C'est pas facile. Aujourd'hui, on ne peut pas exiger de tout. Enfin, il n'y a pas de régulation qui peut être faite, à mon avis, exhaustive de tous les contenus qui sont créés. En revanche, le travail, et on le fait pas toujours bien, loin de là. Enfin, faut faire son mea culpa, mais c'est d'essayer de donner la parole à des gens qui sont pertinents sur les sujets. Aujourd'hui, tu as des créateurs, je parlais du Réveilleur tout à l'heure, qui sur l'énergie fait des vidéos de 40-45 minutes qui expliquent comment ça marcherait une voiture électrique, est-ce que c'est crédible ou pas, l'hydrogène, etc. Il y a des sources d'informations qui peuvent être fiables, mais effectivement, la difficulté, ça peut être par des labels, c'est d'identifier celles qu'ils sont. Je nuancerais juste aussi un tout petit peu ce que tu dis. Bon, c'est peut-être mon côté débat, mais Greenpeace, si tu leur poses la question sur des questions d'énergie, ils vont avoir une position, par exemple, sur le nucléaire qui est pas forcément, enfin, qui est celle d'un lobby aussi, tu vois. Donc ça dépend aussi de peut-être de ce que tu recherches. Je ferais plus confiance au CNRS, par exemple, tu vois. C'est qu'en effet, le CNRS a peut-être autre chose à faire que de répondre à tous les influenceurs de la Terre. Et que donc, du coup, aller vers des gens qui sont dans l'entre-deux, c'est-à-dire qui ont cette capacité de vulgarisation, qui sont en contact avec des experts, Greenpeace et d'autres. Greenpeace, comment ça fonctionne? C'est un peu, vous voyez le GIEC, en gros, ils n'inventent pas la nouvelle connaissance, mais ils font ce lien. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que là, sur Greenpeace, c'est des chargés de plaidoyer sur des sujets précis qui sont en contact, par exemple, sur l'agriculture, qui vont être en contact avec ces mêmes chercheurs-là. Et en fait, et qui vont, ces chercheurs et ces scientifiques vont aussi donner l'information d'abord sous embargo à des médias et à des ONG parce qu'ils savent qu'ils ont ce vrai travail fort de vulgarisation. Donc, dans un monde idéal, bien sûr, on irait tout le monde à la source, mais dans ce cas, on n'aurait même pas besoin d'influenceurs, on irait tous lire les rapports du CNRS, sauf que ça, évidemment, on ne va pas le faire. Donc, c'est quand même bien aussi de se dire qu'il y a des gens entre deux qui peuvent vulgariser ces sujets-là et sur qui, vraiment, moi, je vous invite à vous appuyer, quoi. Oui. Ça qui t'énerve, mais en vrai... Ça m'énerve pas, mais oui, je suis d'accord que Greenpeace fait un admirable travail. Faut juste après, c'est toujours l'information, il faut toujours la cross-checker aussi, même quand on s'en va auprès de Greenpeace. Oui, mais enfin, soyez intelligents. Je veux dire. Merci beaucoup, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à vous, c'était un super débat. Vous pouvez encore les applaudir si vous avez encore un peu d'énergie. On espère en tout cas avec Paye ton influence que cette conférence pourra peut-être lancer justement le sujet de l'influence à l'heure de l'urgence climatique. Merci à la recyclerie, à Lou et Simon d'avoir co-organisé avec nous cette conférence. Merci du coup à tous nos intervenants. On vous invite du coup à suivre Paye ton influence sur Instagram et sur tous nos réseaux. Et on vous invite à aller boire un coup ici, hein, si l'envie vous dit. Et si vous avez des questions peut-être pour nos intervenants, n'hésitez pas à venir les déranger pas trop longtemps. Mais voilà. Merci beaucoup à vous. Très bonne soirée. Merci beaucoup à toutes et tous. Je vais faire quelque chose de pas très éthique. Je vais dire aux fumeurs et fumeuses d'aller fumer, aux buveurs et buveuses d'aller boire pour libérer cet espace et pouvoir remettre des tables.